Bonjour à tous, vous êtes sur Simple, Logique, Explicable. Et pour la notion du jour, aujourd'hui nous allons parler toujours de l'application du théorème de Gauss, mais ici dans le cas du calcul du champ électrostatique pour un cylindre chargé en surface. Donc nous allons considérer un cylindre chargé en surface avec une densité surfacique de charge sigma 0 et nous allons essayer de déterminer le champ électrostatique en tout point de notre domaine. Déjà, commençons par l'orientation de notre champ. Donc, nous allons déterminer les variables de dépendance de notre champ et également son orientation. Pour cela, nous allons appliquer le principe de Curie, comme nous savons le faire. Nous allons analyser les symétries de notre distribution et les invariances de celle-ci. Maintenant, vu que la distribution elle est uniforme, il est essentiel ici de chercher tous les plans de symétrie de notre distribution. Pour un point M que je prends à mi-hauteur de mon cylindre, qui est là, de hauteur H bien sûr, donc ceci c'est H. Pour un point M que je prends à mi-hauteur là, je vois que je peux créer deux plans, je peux dessiner deux plans qui passent par ce point M, qui coupe exactement ma distribution en deux. Alors, je vous fais pas un cours sur le système de coordonnées cylindriques, car ça a déjà été fait. Là, vous avez juste R, et θ, c'est cet angle. Donc, vous avez votre point M qui est là. Vous avez le point M qui doit appartenir à tous les plans de symétrie, il est là, où tous les plans de symétrie doivent passer par le point M. Vous avez R qui est là, vous avez θ qui est là. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous pouvez constater que le plan en rose que vous voyez là, c'est juste le plan M, ER, Eθ, ou encore le plan OXY tout simplement. Il coupe ma distribution en deux parties égales. C'est exactement comme si je prenais ce cylindre, bon, je vais supposer que c'est un cylindre, je prends ceci, et je vais simplement le couper en deux là. Je vois que ma distribution, bien sûr, elle est divisée en deux, et ce qui fait de ce plan un plan de symétrie. Ça veut dire que j'ai pi1, plan de symétrie, plan de symétrie, j'ai pi1 plus, qui est simplement égal à M, ER, Eθ. Ça, c'est pour le plan qui est rose là. Donc, celui-là qui est encore sur le plan X ou Y. Maintenant, ce que vous voyez en vert également, c'est un plan de symétrie car il divise ma distribution en deux parties égales. C'est comme si je prenais toujours mon cylindre dans ce sens et j'essayais de le diviser comme ceci en deux parties égales. Donc, peu importe le sens que je prends, je divise en deux parties égales. Déjà, il faut supposer que ceci, c'est un cylindre. Voilà. Donc, ce plan, comme vous voyez, il s'étale sur ER, M, toujours, et là, l'axe montant n'est rien d'autre que EZ. Ce qui veut dire que mon plan pi2+, sera tout simplement M, toujours ER, et là, j'ai EZ. Maintenant, sachant que mon champ électrostatique appartient à tous les plans de symétrie, ça veut dire que mon champ appartient à pi1+, inter pi2+, ce qui veut dire automatiquement que, bon, quand je vois l'intersection de ces deux plans, je vois que c'est uniquement l'axe ER qui est commun. Du coup, mon champ E est un champ qui est orienté suivant ER. Ça, c'est ce que je connais de l'orientation de mon champ. Maintenant, je vais analyser les invariances de ma distribution. Alors, pour ceci, ce sera un peu légèrement plus compliqué. Pour cela, je vais approximer mon cylindre pour mieux les percevoir, les invariances, bien les symétries de mon problème. Pour mieux les percevoir, je vais approximer cela à un cylindre infini. Donc, les invariances, ça reste les mêmes. Donc, c'est pas difficile. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? J'ai ce petit truc-là. Bon, on va supposer que c'est infini, exact. Mais bon, que c'est aussi uniforme, donc il n'y a pas de distinction. Donc, si ceci, c'était mon cylindre, et que je fais une rotation autour de Z, normalement, si c'était uniforme, alors il aurait été impossible pour vous de percevoir la rotation. Ça veut dire que, bah, imaginez, c'était tout blanc, comme ceci, par exemple. Je fais une rotation, c'est quasiment impossible de s'en apercevoir. Du coup, ma distribution est invariante par rotation d'un angle θ autour de l'axe OZ. Ce qui veut dire, en fait, que, bah, comme mon champ, a priori, dépend de R, θ et Z, en système de coordonnées cylindriques, le fait que ma distribution soit invariante par rotation
d'un angle θ autour de l'axe OZ, ce qui veut dire que bon, mon champ ne va pas dépendre de θ. Et maintenant, si je suppose mon cylindre infini, bien sûr, je vois que si c'est infini d'un côté, infini de l'autre, alors peu importe ce qui se passe le long de l'axe Z, ma distribution reste la même. J'aurai toujours une partie inférieure, peu importe ma section, une partie inférieure à infini, une partie supérieure à infini, ce qui veut dire en fait que ma distribution également est invariante par translation le long de Z. Autrement dit, mon champ ne dépend que de R. E est un E de R. Donc, on arrive donc à la conclusion que E est un champ qui ne dépend que de R et qui est orienté suivant ER. Maintenant, à partir de cela, on peut passer à l'application du théorème de Gauss. On sait que le théorème de Gauss, comment il s'énonce? Double intégrale, donc le flux à travers une surface fermée de E scalaire ds est tout simplement égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. La charge contenue dans le volume délimité par cette surface fermée divisé par epsilon 0. Maintenant, qu'est-ce qui constitue ma surface fermée? Mon cylindre, que je prends là par exemple, est un ensemble de 3 surfaces. J'ai ma surface latérale que vous voyez là, tout ceci c'est une surface latérale, et j'ai mes 2 surfaces de base. Donc j'ai là un cercle, un cercle. Ce qui veut dire en fait que mon cylindre, c'est ça, ça, et la surface latérale qui la lie. Donc tout ceci, toute cette surface latérale. Et maintenant, si je viens pour décrire mon cylindre proprement, donc j'ai mon cylindre, première surface qui est là, deuxième surface qui est la surface latérale, et ma troisième surface qui est la deuxième surface de base qui est là. Qu'est-ce que je fais? Pour le premier domaine, j'ai ds1, tout simplement. Donc ici, si j'essaye de représenter, pour ceci, j'ai ds1 tout simplement. ds1. Ici également, bon, ça c'est si je prends un élément de surface, tel que vous le voyez là. Je prends également sur la surface latérale, j'ai ds2 qui passe là. Et sur ma troisième surface, c'est toujours orienté vers l'extérieur, ça veut dire que j'ai ds3 qui est là. Autrement dit, si je reviens pour calculer le flux proprement, l'intégrale, la double intégrale de E scalaire ds sera directement l'intégrale à travers la surface S1 de E scalaire ds1 plus la même chose pour E scalaire ds2 sur S2 plus double intégrale de E scalaire ds3. Or, qu'est-ce qu'on sait des éléments de surface? On sait que ds1 est égal à h2, h3, du1, du2, du3 porté par E1. Il en est de même pour les permutations d'indices. Ça veut dire que encore un système de coordonnées cylindriques, mes coordonnées c'est R, θ et Z. Je sais que mes coefficients métriques là c'est 1, R et 1. Donc ds1 qui correspond en fait à dsz, c'est-à-dire ds3. Donc ds3 sera tout simplement H1, H2, c'est-à-dire H1 qui est 1, H2 qui est R, DU1, c'est-à-dire U1 DR, DU2 dθ, porté par E3, c'est-à-dire EZ. Maintenant, D, ça c'est bon. Ceci, c'est pour la troisième coordonnée, et je vois que ça correspond en fait à ds1, qui est tout simplement là. Donc ça, c'est le dsz. Ceci, c'est encore dsz, tout simplement. Vous voyez que le ds3 que j'ai ici, c'est l'opposé de ds1. Ça veut dire que ds3, c'est tout simplement moins r dr, dθ, ez également. Maintenant, ds2, c'est le ds qui est orienté suivant er. Donc, si vous le voyez là, c'est comme si on prenait un élément de surface là, qui est orienté suivant er directement. Ça veut dire que lui, en fait, c'est du ds1 que je vais essayer de représenter comme ceci. Ce sera simplement du H2, H3, c'est-à-dire du R, 1, R fois 1, ça fait R. J'aurai du dθ, dz, porté par ER. Donc, ça, c'est mon ds2
que je peux représenter là, ds2, c'est tout simplement R dθ dz porté par ER. Vous voyez que lorsque je vais faire mon champ E qui est porté suivant ER, quand je vais faire le produit scalaire de mon champ E avec ds1, c'est-à-dire ceci EZ, j'aurai ER scalaire EZ qui va s'annuler. Donc, ceci sera égal à 0. Pour ds2, j'aurai ER scalaire ER, ça va se conserver. Ça va donner 1. Et ici, j'aurai également 0 parce que c'est l'opposé. C'est pour ça que le flux de mon champ électrostatique ne sera que par rapport à la surface latérale. Raison pour laquelle, dans la vidéo sur l'explication du théorème de Gauss, je vous ai simplement dit que l'application du théorème de Gauss, écrire ceci, revenait simplement à écrire E de R fois la surface latérale, c'est-à-dire 2 pi petit RH est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Maintenant, appliquons ceci, vu qu'on sait déjà d'où ça sort, on va l'appliquer directement pour avoir l'expression du champ en tout point de l'espace. Donc, nous avons notre distribution qui est là toujours. OK. Ce qu'on va faire, on va toujours scinder les domaines. Donc, pour R, vu que la seule variable de dépendance ici, c'est R, on a dit pour R inférieur à grand R, ce qui fait notre premier domaine. Et pour R, on peut dire inférieur ou égal, R supérieur à grand R. OK? Là, on va calculer pour notre premier domaine le champ et pour notre deuxième domaine le champ. Pour notre premier domaine, on a toujours E. On va l'appeler le domaine intérieur, c'est-à-dire E intérieur, qui dépend de R, fois la surface de Gauss, qui n'est rien d'autre que 2 pi petit RH. Où est-ce que je vais représenter ma surface de Gauss? Donc, si là, c'est grand R, alors ma surface de Gauss sera également un petit cylindre que je prends à l'intérieur de ce cylindre. Mais je sais déjà qu'à travers cette surface de Gauss, le flux du champ électrostatique est nul sur les deux surfaces de base. Les seules surfaces qui m'intéressent, c'est la surface latérale, qui a pour surface, qui a pour R 2 pi petit RH, tout simplement. C'est pour ça que je n'utilise que ça. Sera égal à Q intérieur de mon premier domaine 1 sur epsilon 0. Vu que mon cylindre est chargé en surface avec une densité surfacique sigma 0, alors à l'intérieur, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de charge, ce qui veut dire que ceci est nul. Autrement dit, E à l'intérieur de mon cylindre sera tout simplement nul. Parce que la charge intérieure contenue à l'intérieur de ma surface de Gauss est nulle, vu que la charge est uniquement répartie en surface. Maintenant, si je prends à l'extérieur, j'ai E extérieur de R fois la surface de Gauss, qui est toujours 2 pi petit RH. Maintenant, c'est quoi ma surface de Gauss? C'est un grand cylindre que je prends, tel que le rayon soit supérieur à grand R. Donc, j'ai à peu près ceci. C'est ceci qui va représenter ma nouvelle surface de Gauss pour le domaine extérieur. Maintenant, pour ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire toujours pareil, Q intérieur pour mon deuxième domaine, divisé par epsilon 0. Maintenant, c'est quoi Q intérieur? Q intérieur ne sera rien d'autre que la charge contenue à l'intérieur de ma surface de Gauss. Or, cette charge revient simplement à avoir la charge au total qui est repartie sur la surface de mon cylindre. On est bien d'accord, de mon cylindre. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai? J'ai Q intérieur qui sera égal à quoi? À double intégrale, parce que ce sera sur la surface latérale, de dq, qui est encore la double intégrale de sigma 0 ds. Sigma 0 peut sortir, du coup j'aurai sigma 0, double intégrale de ds, si je veux je développe, c'est pas grave, si je veux je mets simplement sigma 0 fois s, et ce s c'est le s latéral. Du coup j'aurai sigma 0 que va multiplier 2 pi grand RH. On est bien d'accord. Donc j'ai 2 pi grand RH. Maintenant ici, qu'est-ce que j'aurai? C'est ça que je vais simplement venir remplacer là. Du coup, j'aurai E extérieur qui dépend de grand R qui sera égal à Q intérieur, c'est-à-dire 2 pi sigma 0 grand RH que je vais diviser par 2 pi RH fois epsilon 0. 2 pi RH epsilon 0. Simplification mathématique, 2 pi s'en va, H s'en va. Je reste donc avec sigma 0
grand R sur epsilon 0, 1 sur R. Donc, j'ai E extérieur au final, pendant de R qui est simplement égal à sigma 0, grand R sur epsilon 0, inversement proportionnel à R. Maintenant, si j'essaye simplement de tracer mon champ ER, qu'est-ce que j'aurai? Pour R égale à grand R, j'ai ma surface de discontinuité qui est là, tout simple. Alors, j'aurai, je sais que mon champ intérieur, il est nul, sachant que mon domaine intérieur, c'est ceci. Donc, c'est exactement comme si j'avais ça. 0 là, tout simplement. Maintenant, lorsque R vaut grand R, je vais remplacer en E extérieur. Lorsque R vaut grand R, j'aurai sigma 0, grand R sur epsilon 0 avec grand R, il s'est simplifié. Du coup, je suis quelque part à 1 sigma 0 sur epsilon 0. Je suis là. Et à partir de là, lorsque R tend vers l'infini, je vais tendre vers 0. Donc, je quitte de là et j'aurai quelque chose qui va décroître jusqu'à l'infini, jusqu'à s'annuler à l'infini. Donc, ceci, c'est le tracé de mon champ créé par une distribution cylindrique chargée en surface. C'était Martin Rémy. Vous étiez sur Simple Logique Explicable. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ou encore liker, commenter et partager à tous ceux à qui ça peut aider. On se revoit sur les prochaines vidéos. Bye bye.